1, 2, 3. Bien, je vais commencer l'appel, s'il vous plaît. Occasionnellement, on est présent. Marc Nadine, Bérard Mathieu, Ordonnal Martine, Moussa Mohamed, on est pouvoir Rachid Nguyen, Castro Patrick, Gilles Combe, on est pouvoir Tensa, Alexandre Darty de Pérou, je ne sais pas une Céline Delhomme, Martine de la Guamane, Monique Dupac, Manuel Egas, Romain Fille, Gabriel Gache, Gisèle Gali, Chantal Gavard, Guillaume Codillon, Cathy Oaro, Chantal Lavalle, Philippe Lureux, Joël Massacrier, Annie Ménina, Philippe Robert, Julie Chaly, Pascal Tatiloué, Tessie Joël, elle arrive. Thierry Marie, et Joséphine Zampez. Alors, quel salaire? Bien, on va désigner Cathy Auro, secrétaire de séance. Avant de commencer le conseil, je voudrais faire un petit communiqué personnel. Tout d'abord, je voudrais passer un message de soutien aux sapeurs-pompiers agressés dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 juillet dernier. Et en particulier, j'assure l'employé municipal et pompier agressé de toute ma sympathie. Ce qui s'est passé est probablement inadmissible et je souhaite de tout cœur qu'un tel coup de folie ne se reproduise pas. Et aujourd'hui, suite aux violentes intempéries de ce lundi, c'est au sinistré de notre commune que nous voulons, l'équipe municipale et moi, apporter tout notre soutien. Je remercie chaleureusement les sapeurs-pompiers et les agents de la commune, aidés par des bénévoles et des élus, qui se sont portés sans relâche pour les sinistrés et ont participé à la sécurisation des routes. Ce lundi à 16h, nous avons mis en place le plan communal de sauvegarde avec ouverture du gymnase Michelet afin d'héberger les sinistrés qui le souhaitaient. Heureusement, tous les autorités ont trouvé à se loger chez des parents, des voisins et des amis. Comme partout sur le territoire, la solidarité a bien fonctionné en Haute-Rhin. Les dégâts sont malheureusement très importants chez certains de nos concitoyens. Pour aider au travail de déblaiement des habitations, nous proposons la mise à disposition gratuite de bennes. Et notre ville participe aux collectes organisées par les communes voisines. Les informations précises sur les lieux et les horaires seront disponibles dès demain sur notre page Facebook et sur le site de la commune. Et enfin, bien sûr, afin que les assurances puissent intervenir dans les plus brefs délais, nous demandons au service de l'État la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour Haute-Rhin.
Espérons maintenant que les orages seront moins violents et moins destructeurs dans les jours qui viennent, afin que nos concitoyens à la détresse puissent travailler à réparer ce qui peut l'être. Je leur adresse à nouveau tout mon soutien. Alors, d'abord sur l'ordre du jour, il y a quelques points à corriger, si vous le voulez bien. On parle donc dans les affaires sociales, donc, le point est retiré de l'ordre du jour du fait que nous n'ayons pas pu obtenir de la préfecture et de l'inspection de l'éducation nationale le déclassement du logement. Donc ça sera reporté au Conseil de septembre. Ensuite, je souhaiterais d'abord ajouter un point enfin, c'est concerne des travaux financés par le SDEC. Ça a été mis sur votre bureau concernant la rénovation de la boucle magnétique du feu tricolore situé rue Jules Vallès, qui a été endommagé suite aux travaux de la rue Jules Vallès. Et enfin, on a modifié au point numéro 3 des ressources humaines, création de postes contractuels, on a rajouté un poste de 24 heures. Et on a rajouté une demande de subvention par un titre de RASEC auprès du département. Bien, je mets au voie le nouvel ordre du jour, si vous voulez bien. Il y a des oppositions, des votes contre? Non. Le premier point concerne les comptes rendus des décisions que j'étais amené à prendre. Ah oui, d'abord le procès verbal. Alors, le procès verbal du dernier conseil, y a-t-il des remarques, des changements à faire? S'il vous plaît, oui. Non, sera enregistré, il faut le... Oui, s'il vous plaît, juste pour apporter quelques petites précisions concernant l'intervention, la question diverse du moins qui a été posée à M. Tatiboué. En fait, les choses n'ont pas été mentionnées comme elles ont été vraiment dites. Page, s'il vous plaît. Page 20. À la question numéro 5, la question qui était posée, donc, M. Tatiboué a-t-il consulté l'ensemble des dossiers du bâtiment public et leur consommation énergétique? Donc vous avez répondu, la réponse est oui. M. Tatiboué. Ensuite, M. le maire, vous avez rajouté, bien sûr qu'il a consulté les dossiers. Après, je vous ai demandé, moi, Madame Lavaille, je pense, est-ce que vous me permettez de m'exprimer? Et vous, monsieur le maire, vous m'avez répondu, si ça concerne ce sujet, exactement, sinon, non. C'est exact. C'est exact, voilà. Ça n'a pas été retranscrit comme ça. Donc, ça n'a pas été du tout retranscrit. Le compte rendu se fait par l'agent avec l'enregistrement, donc c'est vrai que ça n'a pas été retranscrit intégralement. Donc ce sera rajouté sur le compte rendu du prochain conseil. Alors les décisions donc, que j'ai été amené à prendre. Quand il s'agit, page 8, d'adhérer, quand il s'agit, page 8, d'adhérer au groupement de commandes mis en place par la communauté de communes, il est marqué qu'il y en a deux contre Mme Barre et Mme Tessier. Il me semble que c'était M. Dartigues-Pérou et Mme Tessier, mais oui, c'est ça. Voilà, c'est juste changer les noms parce que Mme Barre était en abstention.
Merci pour ces modifications et on passe donc, on va y arriver aux décisions. Donc le premier c'est la mission de sécurité et de protection de la santé afférente au tour extérieur de l'île de la Madeleine. Donc étant donné qu'il y a une prolongation donc, au niveau des travaux, prolongation qui a été acceptée jusqu'au 30 juin, donc la mission de SPS donc, demande un montant supplémentaire de 714 € en taxe. Et ça a été accordé. À ce sujet, vous avez peut-être remarqué que le 30 juin, les travaux n'étaient pas terminés. Alors, on met en mention maintenant qu'ils sont terminés au 4 août. Les travaux extérieurs devraient être terminés au 4 août, d'après l'entreprise CEL. Jusqu'à maintenant, vous pouvez remarquer qu'elle a vraiment tenu les délais qu'elle avait donnés, donc il n'y a pas de raison que ça change. C'est de l'humour, bien sûr. Et par contre, l'SPS, on a dit qu'il ne demanderait pas de rallonge supplémentaire. Ensuite, j'ai signé un contrat de prestation de services d'entretien des locaux et services techniques avec la société TF Nettoyage, donc à les mêmes conditions que précédemment, et ce, il fallait qu'on s'engage par rapport à leurs employeurs, que ce soit qu'ils puissent assurer leur travail, et on s'engage sur une année à partir du 1er juillet 2018. Ensuite, le contrat de maintenance pour les systèmes de vidéoprotection, donc la société Scopelec pour une somme de 4 200 €. Maintenance donc de tout le système. 4 200 € annuels. Ensuite, une décision de contrat de location avec la distribution gratuite d'un minibus par une société. Donc. Alors là, c'est donc la publicité qui est prévue un loyer donc, de 600 € qui sera payé intégralement par la publicité, donc la commune n'aura rien à payer. On peut savoir l'utilisation de ce Actuellement, donc, on a une navette un peu fatiguée, donc il se peut qu'il fasse simplement remplacer celle-là. Mais si on arrive à maintenir aussi l'autre navette, on pourra peut-être l'utiliser pour autre chose, en particulier ce qui est très demandé, c'est la liaison entre la gare et la zone d'activité de la ville. C'est les commerçants qui vont publier la publicité? C'est la publicité, alors ça. Oui, cette société contacte les entreprises hôtelières, et donc il y a des grosses entreprises comme il y a des plus petites entreprises, donc ils nous ont fait passer une liste et on aura un droit de regard. On va regarder de près, évidemment, cette navette va tourner dans le tourisme. Donc le mieux c'est d'avoir des publicités de l'ensemble de nos commerces, et des grands commerces et des petits commerces aussi. Voilà. Ils nous ont fait passer la liste, on va le regarder de près. On peut intervenir là-dessus. Est-ce qu'elle est adaptée aux personnes à mobilité? Oui, alors là, c'est très bien. Je vais pouvoir vous répondre et j'en suis satisfaite parce qu'on a travaillé ce projet avec l'ensemble des agents. Ils nous ont permis, avec leur expérience, de pouvoir adapter ce modèle qui est un master 9 places avec un marchepied. Et donc il est assez haut et les personnes âgées vont être très contentes de monter dans un bus enfin et lever la tête. Voilà. Les fauteuils roulants? Ah, les fauteuils roulants, vous ne pouvez pas prendre la délégation. Alors, hélas, il faut une délégation bien particulière, parce que là, il faut avoir une délégation sur le secteur administratif, là, on n'aurait pas été bon. Les mobilités réduites, c'est ça? Ces fauteuils roulants, c'est pas les marchepieds pour les personnes âgées? Oui, c'est pas entièrement adapté à la mobilité réduite, c'est vraiment par rapport à l'actuel, disons, les personnes qui ont un léger handicap. Je fais un petit...
un petit ajout là-dessus, parce qu'on a été voir aussi nos maisons de retraite, et elles-mêmes n'ont même pas une navette adaptée. Elle est assez basse, et ils n'ont pas la possibilité de mettre dans ces navettes des fauteuils roulants non plus. Voilà. Ils ont un autre véhicule qui est adapté pour un fauteuil, mais l'ensemble de ces navettes-là, c'est très difficile, très compliqué, très cher pour elles aussi. Donc, on peut dire, et j'en suis heureuse, que Haute-Rive s'est doté de quelque chose de bien pour les personnes âgées. Aux personnes à mobilité réduite. C'est adapté à certaines personnes à mobilité réduite, mais pas les personnes... Si vous voulez le dire comme ça... Non, c'est pas adapté aux personnes Oui, en fauteuil, oui, en fauteuil c'est très compliqué. En plus, il fallait au moins 2 personnes pour conduire et pour s'occuper des personnes à mobilité réduite. Et là, j'en reviens quand même à la délégation de service, que nous n'avons pas. Et ça peut s'étudier. D'autres questions sur les décisions? Non. Alors, on passe au point... Sur les décisions, excusez-moi, monsieur le maire, mais j'avais posé la question du feu d'artifice. Oui, le feu d'artifice, effectivement, j'ai signé le feu d'artifice. Et ça, je pense que ça apparaîtra au prochain. La comptable nous l'a pas fait passer au moment... Au prochain, il y a déjà un petit moment que Oui, vous auriez dû le signer, cette oui, décision. c'est vrai. Et la preuve, j'ai dû le signer parce que le feu d'artifice a eu lieu, donc... Ben oui. On se demandait si c'était le comité des fêtes ou la commune. Non, non, c'est la commune qui paye. Sur le premier point à l'ordre du jour, donc adoption du nouveau statut du service public de l'eau Herse-Ariège. Donc vous avez remarqué, donc c'est parce que c'est la communauté de communes des terres de l'Ouraguais qui substitue à des communes donc en tant qu'adhérentes au SPE. C'est pour ça donc il faut faire une modification du statut. Je pense qu'il n'y a aucun souci pour personne. Je vous rappelle que nous adhérons au SPEHEA, service public de l'eau Herse-Ariège, pour la partie de la commune donc, qui est plutôt vers la rue de Naïm et les hauteurs. Des questions? Alors je le mets aux voix. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Donc à l'unanimité. Sur le rapport annuel ensuite de la communauté de communes du bassin Haute-Rivain sur le prix et la qualité des services publics d'assainissement collectif. Donc, vous voyez que sur ce rapport figure donc la caractérisation technique du service, la tarification de l'assainissement et les recettes du service, les indicateurs de performance et les financements des investissements. Y a-t-il des remarques sur ce rapport qui a été voté donc déjà par la communauté de communes? Pas de remarques. Ainsi a été adopté à l'unanimité. Sur la convention avec le CAE et l'école d'architecture, je donne la parole à Pascal Catiboué. Non? Sur les références, c'est plutôt Cathy. Cathy. Donc, nous avons eu la chance d'être sollicités lors de nos rencontres avec le Conseil architecture, urbanisme, environnement d'Haute-Garonne pour participer en fait à une convention avec l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse qui va permettre de faire venir donc sur la fin de l'année 2019 un groupe d'étudiants qui vont faire en fait leur projet d'études et de référence sur la ville d'Haute-Rive. Donc au niveau des rencontres, il y aura des rencontres avec différents groupes de travail, avec aussi les habitants, puisqu'une partie de leur travail consistera à des analyses de terrain, à des interventions aussi sur l'espace public, et sera complètement en partenariat avec le CAE, qui est partie prenante dans la convention qui est tripartite entre la ville, le Conseil d'architecture, urbanisme, environnement et l'ENSA de Toulouse. Donc il y aura suite à cela une publication qui sera faite et qui est assurée par le CAE, et la participation de la ville est de 2 000 € et concerne des frais, notamment les frais de déplacement et différents frais de reprographie qui sont nécessaires pour réaliser ces travaux d'étudiants. Donc il y aura des présentations qui seront faites au niveau de la mairie et on pense que ça sera une base intéressante pour arriver à susciter aussi une
nouvelle vision de la ville et des projets, un petit peu dans la continuité de ce qu'on pense faire sur l'urbanisme et que ça permettra d'animer les différentes réflexions, les différents ateliers. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je le vois. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point numéro 4, approbation de la charte des référents de quartier. Et là, c'est à Pascal. Oui, bonsoir. Donc, une promesse de campagne qui va être tenue, puisque depuis plusieurs mois, une équipe assez conséquente de la majorité travaille sur le découpage en différents quartiers de la ville d'Hauterive et une charte des référents de quartier. L'idée étant de faire en sorte que les Hauterivains et les Hauterivaines soient acteurs de leur ville et que les élus puissent aussi transmettre les informations. Donc il y a un échange entre les élus et les citoyens avec, nous l'espérons, des projets qui pourront émaner dans certains quartiers, des projets d'intérêt collectif. Donc voilà l'objectif de la charte. Cette charte, vous avez la carte sous les yeux, vous avez aussi vous avez la carte sous les yeux, vous avez la charte. Le dispositif sera lancé officiellement le 8 septembre, à l'occasion le samedi 8 septembre, à l'occasion de la fête du lien. Voilà, si vous avez des questions, j'ajoute peut-être une petite note historique sur ce nouveau dispositif à Hauterive. Je n'ai pas une grosse connaissance de l'histoire d'Hauterive, mais il me semble que dans les siècles qui sont passés, la ville est marquée par des processus très clivants, des oppositions très marquées, que ce soit au moment des guerres de religion, et aussi avec la destruction du pont où la ville est séparée en deux pendant 2 siècles. Et modestement, les référents de quartier visent un petit peu à redonner une certaine unité, une certaine cohésion dans la ville d'Hauterive. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus. Pouvez-vous nous dire le lien entre le lien social et la participation citoyenne et la charte des référents de quartier? Et alors là, vous revenez encore sur une question à laquelle je vous ai déjà répondu au dernier conseil municipal. Essayez de comprendre un petit peu la participation citoyenne. C'est un dispositif national, je vous l'ai déjà dit. C'est un dispositif de la gendarmerie. Ici, on parle de démocratie participative. C'est le dispositif des référents de quartier. Voilà, vous avez 2 dispositifs différents qui peuvent cohabiter, qui peuvent fonctionner en parallèle. Donc vous mettez en priorité la charte des référents de quartier avant la participation citoyenne? Donc il n'y a pas de priorité, il n'y a pas d'ordre. La gendarmerie nationale avance sur le dispositif, nous avançons sur notre dispositif, et les 2 dispositifs viendront simultanément, pourront s'accorder à un certain stade. Mais je ne suis l'équipe actuelle ne met pas en place le dispositif de participation citoyenne. C'est en liaison avec la gendarmerie nationale. Donc, au vu des derniers événements, ça ne vous perturbe pas de participation citoyenne et charte des référents de quartier? Non. C'est-à-dire qu'on a sorti, moi j'ai sorti plusieurs chartes de plusieurs villes, et sur toutes, il y a dégradation et incivilité. Sur la vôtre, on ne le voit pas. On ne le voit pas là-dessus. Vous l'avez squeezé volontairement ou... Non, nous avons pris des exemples aussi, peut-être qui sont différents. J'en ai sorti sur Internet. Les exemples, par exemple, d'Escal 15. Dégradation et incivilité, sur toutes. Et sur les vôtres, on ne le voit pas. Vous n'êtes pas sensible à ça? Bien sûr que si, on est sensible à ça. Les référents de quartier, c'est un dispositif qui doit mettre en place un lien entre les personnes. Donc évidemment, c'est une conséquence que les incivilités et autres seront aussi traitées par ce dispositif, mais ce n'est pas l'objectif principal des référents de quartier. C'est pas, je pense pas que vous ayez bien compris de quoi il s'agit. L'objectif n'est pas de lutter contre les incivilités, c'est
une conséquence des référents de quartier peut amener par le lien à lutter contre les incivilités dans les quartiers. Voilà. En fait, ce qu'on veut vous expliquer, c'est que dans toutes les autres chartes, sans que ça soit la charte de participation citoyenne signée avec le groupement gendarmerie, la sous-préfecture et la mairie, dans les missions des référents de quartier, il est noté qu'ils doivent veiller pour faire remonter tout ce qui est incivilité, insécurité. C'est notre question. Est-ce que vous comptez le rajouter ou est-ce que ça fera partie d'une autre charte en lien avec la participation citoyenne? Ça fera partie d'une autre charte puisque les référents de nos quartiers ne seront pas forcément les mêmes que les référents du dispositif participation citoyenne. Donc, y a-t-il d'autres questions? Oui. Moi, je voulais juste savoir le découpage, donc on comprend bien que c'est par quartier. Je voulais savoir comment vous alliez vous organiser à l'intérieur avec celui qui sera élu, en tout cas là pour 2 ans, parce que vous avez des quartiers qui sont quand même immenses, comme celui de Saint-Paul, et puis des quartiers qui sont tout petits. Donc, est-ce qu'on ne pouvait pas les scinder en 2 ces quartiers pour avoir plus de cohésion sur le terrain? Enfin, voilà. Enfin, c'est un peu suite à la réunion avec S415 qu'on a convenu d'un découpage en 6 quartiers, parce qu'autrement ça augmente le nombre de personnes. Et pour démarrer, on a pensé qu'il était judicieux de démarrer sur 6 quartiers qui représentent à peu près peut-être 1500 habitants par quartier. Alors certains sont petits parce qu'ils sont concentrés, d'autres sont plus étalés géographiquement. La mise en place et la façon dont les référents vont opérer, c'est à partir du 8 septembre que ça sera décidé entre les élus référents et les bénévoles du quartier, qui constitueront une équipe de bénévoles. Alors, effectivement, sur certains quartiers, ça aura plus de déplacements que sur d'autres. Le quartier Saint-Paul, par exemple, est petit, et il y a déjà une association qui travaille dans ce domaine-là, donc d'autres, ça sera un peu plus étalé géographiquement, c'est certain. Mais on ne pouvait pas, dans un premier temps, scinder en de multiples petits quartiers. Il fallait démarrer sur, ça a été le choix, démarrer sur 6 quartiers pour avoir au moins une équipe de 1 ou 2 élus, 1 ou 2 élus sur chaque quartier, assistés de volontaires. Et choisir les élus de chaque quartier, parce que ce seront les élus qui seront les référents de quartier. Les élus, vous aurez la réponse le 8 septembre, puisque c'est un travail qui a été mené avec les élus du groupe majoritaire et dans la co-construction, si vous voulez, et donc ils sont aussi dans cette démarche des référents de quartier. Et le 8 septembre, vous aurez la réponse à votre question, puisque c'est le 8 septembre que le... Donc, quelle place pour les élus de l'opposition? Dans cette configuration, c'est une promesse de campagne du groupe majoritaire et il n'y a pas les personnes de l'opposition peuvent se... Donc, vous méprisez notre électorat. Eh oui, eh oui, eh oui. En n'intégrant pas les élus de l'opposition, vous méprisez l'électorat. Les élus de l'opposition pourront venir le 8 septembre au lancement des référents de quartier et pourront se joindre au dispositif en tant que volontaires, en tant que bénévoles des élus du groupe majoritaire. De leur quartier, bien sûr. Oui. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Je vous répète encore qu'il y a une équipe d'élus assistés de bénévoles et volontaires, donc ce ne sont pas uniquement les élus du groupe majoritaire qui s'occupe des quartiers, mais c'est une équipe qui sera assistée de bénévoles et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et ces volontaires ne seront pas triés en fonction de la façon dont ils ont voté, ne vous inquiétez pas. De toute façon, le vote est dans le secret.
Y a-t-il d'autres remarques? Non. Alors, donc pour l'approbation de la charte des référents de quartier, qui est contre? Qui s'abstient? Donc 4 abstentions. Avec M. Fontaine. Modification du règlement intérieur de l'accueil périscolaire. Donc, on s'appelle ça. Alors donc, en fait, il s'agit de modifications mineures qui ont été apportées au règlement intérieur à vue de le réactualiser. Donc, si vous en avez fait la lecture, il est proposé au conseil municipal d'approuver la nouvelle rédaction du règlement intérieur. Voilà, il s'agit bien de l'accueil périscolaire. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce règlement intérieur? Bon. Qui est pour? Pardon, on n'a pas qui est contre? Pardon, c'est ma première, excusez-moi. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Pour une première, c'est facile. Même pas une question, non. Alors, donc, l'affectation de logement situé à Isola, ça a été sorti lors du jour. La dérogation au repos dominical pour le commerce de détail, donc, Monique, tu veux dire quelque chose? Et, tout simplement, depuis 1990, le Conseil départemental du commerce négocie un accord annuel de limitation des ouvertures dominicales. Comme vous le savez, malgré la loi Macron, ce Conseil départemental a limité à certains jours, donc un petit peu moins que les 12 qu'avait proposé M. Macron. Et donc sur le département, nous sommes à 7 dimanches pour l'année 2018. Donc, lors du conseil municipal du 22 décembre 2017, il avait été adopté certains jours que vous avez sur la fiche, le 14 janvier, 1er juillet, 9 septembre, 2 décembre, 9 décembre, 16 décembre et 23 décembre. Aujourd'hui, ce que l'on vous demande, c'est de valider une modification, puisque le conseil départemental nous informe qu'un avenant modificatif à l'accord annuel du CDC 2018 a été voté, qui remplace la possibilité donc d'ouvrir le 9 septembre par le 25 novembre. Alors pourquoi le 25 novembre? Tout simplement pour se caler sur une manifestation appelée par les Américains Black Friday, mais que nous appellerons nous plutôt les journées XXL, en référence, vous le savez tous, aux attentats, puisqu'on n'a pas voulu appeler ça le vendredi noir. Pour autant, donc, ça va permettre aux commerçants de faire des promotions sur 3 jours, puisque, bon, comme son nom l'indique, c'est un vendredi, hein, cette manifestation, et donc ils pourront faire les modifications, proposer des promotions sur le vendredi, samedi et dimanche. Voilà, donc je vous demande de bien vouloir accepter cette modification. Des questions? Non? Alors, on passe au vote. Pardon Oui, pardon. Moi j'estime que ça aurait été bien qu'on garde aussi le 9 septembre, parce que c'est la semaine de la rentrée et que des fois le dimanche c'est plus pratique d'aller faire les courses, mais bon. Oui, Dommage qu'il ne s'est pas gardé les deux, parce qu'ils remplacent Mais par c'est-à-dire qu'ils sont entendus pour 10 et ils ne voulaient pas en mettre autre. Voilà. Et c'est une négociation, Joël, qui est faite donc, par beaucoup de personnes. Hein. Donc c'est fait non seulement par cette commission, mais par tous les syndicats donc, qui participent aussi à cette négociation. Et effectivement, les syndicats ont réappuyé le fait qu'il ne fallait pas passer à plus de jours d'ouverture. Voilà pourquoi ils ont fait simplement le switch entre les deux. Ils n'ont pas rajouté un jour. On peut passer au vote? Qui est contre donc? Qui s'abstient donc à l'unanimité? Donc comme chaque année on calcule les frais de fonctionnement des écoles pour définir la participation des communes de résidence. Alors, vous avez remarqué donc, sur l'année 2017, il y a une augmentation quand même assez importante donc de 10%.
10,10% entre les frais de scolarité en 2016 et en 2017. Donc on arrive sur une participation demandée aux communes de 1 216,04 €. Alors ça c'est pour les communes qui ont une école dans leur commune. Pour celles qui n'ont pas d'école, pour ceux qui sont obligés de venir en classe du 10, donc il y a un forfait qui est adopté, donc il sera de 449,10 €. Y a-t-il des questions? Ça n'a pas été augmenté. Comment? Ça n'a pas été augmenté. Le calcul fait qu'entre 2016 et 2017, les dépenses a été augmenté de 10%. De 10%. Oui, mais c'est pas avec l'augmentation de l'effectif des élèves. Ah non, non, ça c'est par élève. Le calcul 1280 €, c'est par élève. Non, mais je parle de l'augmentation de 10% en 2017. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Les subventions coopératives scolaires, donc c'est bon, reconnu le même dispositif. Hein. Donc on propose une subvention de 19,50 € par élève, en fonction des effectifs au 1er janvier. Donc. Et vous avez la répartition donc, entre les différentes écoles. Et en plus, donc, à hauteur de 15 € par enfant pour les voyages, casse verte. 10,50 € par enfant, c'était majoré aussi de l'adhésion annuelle au CCE. Et bon, là, on n'avait pas encore le montant, on verra sur les justificatifs fournis par les directrices. Parce qu'il n'y a pas de directeur, il y a des directrices. Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Sur la ligne suivante, Monique, c'est pour toi. Demande de subvention au titre de la labellisation tiers-lieu Occitanie. Donc, comme vous le savez, la région Occitanie est très sensible aux tiers-lieux. Pourquoi? Parce que nous sommes là, quand même la deuxième région avec l'Île-de-France en nombre de tiers-lieux. On a 100 espaces qui ont été comptabilisés en 2016 et depuis c'est exponentiel. Donc, afin d'améliorer la visibilité de ces tiers-lieux et de les valoriser, de façon à valoriser aussi le travail collaboratif, de contribuer au télétravail et de relever les défis liés aux aspects environnementaux et aux difficultés de mobilité que certains connaissent, en tout cas tous ceux qui travaillent sur Toulouse. Comme moi, la région a lancé donc un appel à projet labellisation tiers-lieu Occitanie, auquel nous souhaitons répondre, bien entendu pour valoriser l'espace coworking Firmin Pons. Donc pour cette labellisation, on a la possibilité de solliciter une subvention de fonctionnement à hauteur de 15 000 €. Donc je vous demande l'autorisation de solliciter cette subvention. Monsieur. Oui. Alors tout d'abord, je suis satisfaite de voir que vous voulez valoriser le coworking, parce qu'en février 2016, sur votre journal Autorie Autrement, une tribune contre le coworking était écrite. Où va l'argent des autorivaines? Le maire d'Autorive utilise les deniers publics inutilement, par effet de doublon, à vocation purement électoraliste. Aujourd'hui, vous avez changé d'avis. Le coworking est un bon investissement de la commune. Monsieur le maire d'Auterive, M. Bastiani, a eu raison de le créer. Oui, je veux bien répondre. Oui, vous avez raison de le créer. Le souci, c'était que ce qui manquait, c'était la liaison avec la communauté de communes que nous assurons maintenant. Voilà, la différence est là. Oui, mais en fait, c'est pas ce que effectivement, vous avez écrit en février 2016, monsieur. On peut se tromper, Oui,
C'est bien, c'est bien. Ensuite, j'aimerais bien, quand on a ce genre d'ordre de points à l'ordre du jour, qu'on ait des notes de synthèse un peu plus élaborées que ça. On a 3 lignes et demie. Donc, ce dispositif, nous, c'est un label. On aimerait bien savoir quels sont les avantages, les contraintes, est-ce qu'il y a des aménagements à effectuer. Ensuite, les 15 000 €, c'est sur 36 mois. Ce n'est pas sur une année, c'est sur 3 exercices. 50% d'un plafond de 30 000. Voilà. Donc, ça aurait été très bien qu'on nous l'explique sur la note de synthèse. Effectivement, on ne vous a pas rajouté la note de synthèse, tout simplement parce que sur le site de la région, c'est accessible à n'importe qui. N'importe quel individu peut aller voir l'appel à projet. Il est accessible à tous les citoyens d'Haute-Rive et donc à nos élus. Donc, on n'a pas... Il est accessible, mais il est... Oui. Voilà, donc pour le lire sur l'écran, c'est pas facile, il faut le sortir. Un petit condensé. Bon. Franchement, c'était nécessaire. Alors, à charge de revanche, pour la prochaine subvention, je vous ferai une petite synthèse de la labellisation ou autres projets sur lesquels je me positionnerai. Bon, moi, celui-là m'a semblé tout à fait accessible, il faisait 5 pages, pour moi il était facile à lire. Bon, cela dit, bon, pour ce qui est des contraintes qu'il peut y avoir, il n'y en a pas, on correspond tout à fait aux critères. Hein? Donc, s'il y en avait, je vous l'aurais précisé effectivement dans la note. Et le fait que la compétence est communauté de communes, ça ne va pas poser de problème? Non. Aujourd'hui, nous avons toujours la charge de cet espace coworking. Et jusqu'à nouvel ordre... Vous en avez la charge, mais pas la compétence. Alors, tout dépend de ce que vous appelez compétence. L'objectif de ce tiers-lieu, c'est bien le télétravail. On va reprendre le mot, mais c'est aussi le lien social. Donc, une mairie n'a pas besoin de la communauté de communes pour créer ce genre de lieu. Et on n'a pas... Sur ce domaine-là, on ne rentre pas dans la compétence qui est effectivement celle de la communauté de communes. En plus, bon, il s'avère que je suis vice-présidente, comme vous le savez, sur la communauté de communes emploi insertion, donc il est facile de pouvoir faire le lien entre l'espace et la communauté de communes, et jusqu'à présent, le président de la communauté de communes et tous les élus n'ont pas remis en cause ce fonctionnement. Peut-être demain ça se verra, mais on est en train de préparer les choses justement pour que s'il y avait remise en question de la compétence de cet espace coworking, ça puisse très facilement passer à la communauté de communes sans remettre en question ni le fonctionnement, ni la façon de travailler. Voilà. Combien d'années la labellisation? Combien d'années la labellisation? Vous l'avez vu, donc 36 mois. Hein, donc, 36 mois, c'est la subvention. Voilà, pour la subvention. Après la labellisation, elle devient définitive. Elle devient définitive. Bien entendu, il y aura certainement, à certains moments, des vérifications qui seront faites par rapport au fonctionnement, puisqu'on nous demande des jours d'ouverture, de l'accès facilité, etc., au public, hein, on est bien d'accord, en plus des accès qu'on pourrait avoir sur le type de matériel, Wi-Fi, etc., et on va dire les aspects techniques. Aujourd'hui, on correspond aux critères sans aucun problème, que ce soit en termes de communication, puisqu'on nous demande aussi d'avoir travaillé sur la communication, l'accès aux personnes, le type de personnes qu'on reçoit, et le règlement qui a été voté en début de mon mandat facilite effectivement notre dossier, puisque dans le règlement on a déjà tous les critères qui correspondent au dossier que l'on nous demande. Donc voilà, et en termes d'ouverture aussi, on correspond tout à fait, et comme vous le savez, on essaie au maximum de faire des animations pour ouvrir cet espace au plus grand monde. Donc les dépenses, c'est essentiellement les dépenses du salaire de l'agent. Effectivement, pour ce qui est de cette demande de subvention, c'est le salaire de l'agent qui sera donc proposé comme subvention, sachant que
On aurait pu y mettre aussi d'autres frais, mais que je travaille aussi sur un autre dossier où je vais pouvoir les intégrer, donc j'ai fait des choix, honnêtement. Et donc sur cette labellisation, on va se contenter de demander tout ce qui est charge personnelle, et sur le prochain dossier que je monte, on mettra effectivement du fonctionnement aussi, mais de matériel, etc. Voilà. Par ailleurs, il y a du petit matériel qui va être acheté, mais qui n'a pas besoin d'être subventionné dans ce cadre-là. Bien. D'autres questions, d'autres remarques? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité. Alors, sur l'intercommunalité, donc, ce sont les rapports de la CEC, Commission locale d'évaluation des charges transférées. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de mettre de faire un vote global pour les 5, puisqu'en fait, ça peut se résumer au tableau qui est à la page 7 du deuxième document. D'abord sur la compétence assainissement, donc il n'y a aucune charge transférée, donc c'était à 0. Sur la politique du logement et du cadre de vie, il s'agissait donc du SIVU sur l'habitat, et donc chaque commune versait 3 € par habitant. Donc, au lieu de verser 3 € par habitant, cette somme donc, est retenue sur l'attribution de compensation de la commune. C'est la première colonne du tableau, donc, qui est à la page 7, hein, SIVU, pour atterrir donc 28 458 €. Sur la compétence GEMAPI, en fait, là, il s'agissait des communes, là on n'est pas concerné, hein, puisque sur cette compétence-là, elle était déjà assurée par la communauté de communes pour nous. Par contre, donc, pour les communes, d'abord de l'ex-CELAC, donc Beaumont-sur-Lèze, la Gardere-sur-Lèze et le Vernet, qui était adhérent du Souval, qui est sur la vallée de la Lèze. Donc c'est la communauté de communes qui maintenant adhère au Souval. Et donc, ces sommes-là sont reprises à plus de compensation des communes. Pour Sainte-Gabelle, Gaillac-Touzat et Marliac, il y a deux choses. Pour Sainte-Gabelle, il y a deux choses. C'est le bassin versant de l'Ers d'un côté et celui de la Jade de l'autre côté. Alors l'Ers, donc côté Calmont, disons, et la Jade côté Saint-Cyr. Également pour Gaillac-Touzat et Marliac, donc il s'agit de la Jade qui est un cours d'eau qui ne se contente pas d'être en Haute-Garonne, mais qui est associé en Ariège. C'est pour ça donc les communes adhéraient donc sur le département de l'Ariège. Voilà. Donc compétence GEMAPI, vous voyez les sommes qui sont retenues. Sur la compétence voirie, il a été simplement retenu des voiries intercommunautaires. Alors pour Haute-Rive, il s'agit simplement de la voirie qui accède qui accède à la station d'épuration. Parce que la station d'épuration est bien sûr intercommunale, donc la voirie donc, sera gérée donc, par la communauté de communes. 1759 €. Et pour la jeunesse, donc, bon, ça en a déjà discuté pas mal, et donc